Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce JT des JT, les titres. Coopération économique, commerciale et d'investissement bénino-turc. Un forum a été initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour renforcer les liens entre les deux pays. Conformément à une norme de l'UEMOA liée au baccalauréat, le Bénin a installé son comité scientifique national de baccalauréat harmonisé à Cotonou le 16 janvier dernier. Le point dans ce JT. En RDC, le président Tshisekedi a prêté serment pour un second mandat de 5 ans hier samedi. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin et la Chambre des métiers du Bénin ont co-organisé avec plusieurs autres organisations la rentrée économique 2024 du secteur privé. Abritée par le Palais des Congrès à Cotonou, cette deuxième édition tenue le 19 janvier dernier, ce rendez-vous a été l'occasion de présenter le niveau d'évolution des activités économiques au Bénin en 2023 ainsi que les perspectives de l'année 2024 et les vœux. Icône TV y était. Voici le reportage. Le secteur privé béninois fait sa rentrée économique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les chambres d'agriculture, de métiers et les organisations patronales ont lancé la nouvelle année économique du Bénin ce vendredi 19 janvier à Cotonou. L'initiative, qui en est à sa deuxième édition, vise à renforcer le dialogue public-privé tout en consolidant les relations entre les acteurs du secteur privé. Cette rentrée économique revêt une importance particulière car elle offre une fois de plus l'occasion unique de réfléchir sur les défis et les opportunités qui se présentent à nous en cette nouvelle année. Le secteur privé béninois a besoin de synergie, voire de complicité pour voir ensemble l'avenir en confiance. L'année 2024 s'annonce comme une période de changement significatif et c'est à nous, en tant que membres du secteur privé, de saisir ces opportunités pour promouvoir la croissance, l'innovation et le développement économique durable. Tout au long de cette année 2024, nous nous attacherons à poursuivre le plaidoyer afin d'œuvrer à créer les conditions pour un secteur privé plus compétitif, capable de conquérir de nouveaux marchés au plan national et international, dans un monde aujourd'hui en pleine mutation. Ainsi, nous pourrons offrir des produits et services de qualité pour tirer profit des opportunités de la zone de libre-échange continentale qui se met progressivement en place et l'émergence des champions nationaux que nous appelons de tous nos jours. Ensemble pour la construction d'un écosystème au service du développement du secteur privé, c'est le thème de cette deuxième édition de la rentrée économique du secteur privé. À travers des panels de discussion, les parties prenantes ont échangé sur les défis à relever en 2024 pour un secteur privé beaucoup plus résilient. Déjà, la CCI Bénin projette des actions pour 2024. 57% des entreprises ont déclaré que les perspectives de l'année pour l'activité sur les 2 prochains mois de l'année seront bonnes.
Ces résultats montrent qu'effectivement, il y a des entreprises qui vraiment s'interrogent sur leur devenir, sur la prospérité de leurs activités en 2024. Pratiquement tous les paramètres, les perspectives sont bonnes au niveau de production, les chiffres d'affaires, le recrutement du personnel, la trésorerie, les marges commerciales, l'investissement. Quand une PME veut vérifier la véracité d'une information, elle va sur le site de l'ADPME, elle va sur le site des chambres consulaires et elle va sur le site de la plateforme PME Bénin. Et lorsque sur cette multiple plateforme, elle retrouve la même information, je pense qu'elle peut être assurée que c'est une information vraie. Les présentations de vœux à divers niveaux ont marqué cette cérémonie du lancement de la rentrée économique du secteur privé qui a connu la participation du CNP Bénin et du CONEB. L'accord de coopération monétaire signé à Abidjan le 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'UEMOA et le gouvernement de la République française était au cœur d'un atelier parlementaire dont les travaux ont démarré mercredi dernier à Cotonou. Selon les parlementaires du Bénin, la question de la transformation du CFA est cruciale pour la souveraineté monétaire, raison pour laquelle cet atelier a été initié. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de l'ORTB. C'est un débat dans l'air du temps, à cheval entre souveraineté revendiquée et réalisme économique. L'avenir du franc CFA en Afrique est devenu une préoccupation majeure. Aujourd'hui, le franc CFA est vertement décrié, dénoncé et rejeté dans sa conception et dans son fonctionnement par des spécialistes ou non. On veut plus du franc CFA, l'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Le projet de remplacement du franc CFA date des années 80. À présent, il semble sur les bons rails avec la création de l'ECO, monnaie voulue pour et par les États de la sous-région ouest africaine. En décembre 2019, à l'occasion de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'accord de coopération monétaire entre les gouvernements États membres de l'UEMOA et la République française a été signé. Reste à présent son accord de ratification par le Parlement et c'est là que le bas blesse. C'est une monnaie africaine, dit-on, mais c'est les Français qui l'ont ratifié le premier. Donc ça pose à l'évidence un problème. Nous sommes en train de faire un pas. Si déjà le nom change, on aura changé quelque chose. Les débats sont houleux. Le président de l'Assemblée nationale a alors suspendu la plénière et initié un séminaire pour permettre aux députés de mieux cerner les contours de la question. Il est indispensable que les députés soient suffisamment informés et outillés du contenu de ce nouvel accord pour lequel le gouvernement demande l'autorisation du Parlement pour sa ratification. C'est un moment d'importance historique où nous avons la responsabilité de forger l'avenir financier de notre pays. Entre ces murs se dessine donc l'avenir du Bénin dans l'ECO. Ici encore, la parole est libre. Nous continuons simplement de traîner les effets de la colonisation. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'actionner un des leviers que notre Parlement a. À travers la Commission de relations extérieures, c'est d'inviter l'ambassadeur de France à l'Assemblée nationale pour nous dire la lecture officielle de la France de cet accord. Plusieurs communications délivrées par des sachants ont permis aux députés d'appréhender certaines spécificités liées au sujet. Nous sommes un peu exigeants à ce qu'on peut appeler cette souveraineté monétaire. Nous risquons de retourner le rapport à la Commission, selon moi, pour que le débat se refasse et que cette fois-ci-là, on fasse un débat plus approfondi pour que le sujet soit conséquent parce qu'il est sensible dans toute la sous-région, il est sensible pour la France et sensible pour nous tous. Nous allons voir si nous pouvons voter ou pas. Donc le reste se poursuivra à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, où débarrassés des frilosités, appréhensions et malcompréhensions, les députés pourront enfin passer au vote pour l'accord de ratification d'une monnaie, naguère perspective lointaine, aujourd'hui, actualité brûlante.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a procédé à la clôture de la deuxième session ordinaire de 2023 le mercredi 17 janvier dernier. L'activité a été précédée d'une séance de signature de convention par quelques médias et agences de communication. Un reportage de l'ORTB. Ouverte le 20 septembre 2023, la deuxième session ordinaire de l'année 2023 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication prend fin ce jour, mercredi 17 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 83 du règlement intérieur. Au cours de la session, les conseillers ont examiné 18 rapports, mené plusieurs activités et pris 14 décisions. Dans le cadre de la protection de la liberté de la presse et de l'accès de nos populations à l'information, la deuxième section ordinaire de l'année 2023 s'est penchée sur la régulation des médias. À la suite des 28 conventions que notre institution avait signées avec les promoteurs de radiodiffusion sonore privée, appel à candidature 2020, nous venons de signer ce matin 4 autres conventions avec les promoteurs qui ont respecté leur cahier de charge. C'est le lieu et le moment de lancer un appel aux promoteurs autorisés à satisfaire aux exigences de notre institution. Nous venons aussi de signer ce jour 2 conventions avec des promoteurs médias en ligne, fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public, ce qui porte le nombre de conventions signées avec cette catégorie de promoteurs à 41. Nous les félicitons et les invitons aussi au respect de leur cahier de charge. Au cours de cette deuxième section, nous avons ensemble, avec les acteurs des médias et les professionnels des médias, travaillé d'arrache-pied pour élaborer le projet de document de réforme dans les médias que le chef de l'État nous a demandé. À chacun et à tous, nous exprimons notre gratitude. Le Bénin dispose désormais de son comité scientifique national du baccalauréat harmonisé. Composé de 25 membres nommés par arrêté interministériel, ce comité a été installé le 16 janvier dernier à Cotonou. La cérémonie a été présidée par la ministre Éléonoria Iladékan de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et son collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Chabi Kwaro, un élément signé au RTB. Le bac harmonisé répond à une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif est d'avoir un examen synchronisé axé sur un programme commun. Les membres de l'UMOA ont entrepris depuis 2007 l'harmonisation de l'examen du baccalauréat au terme de plusieurs réunions et ateliers. Les 8 pays membres de l'Union ont réussi à prendre la directive portant organisation du baccalauréat harmonisé au sein des étapes générales du baccalauréat UMOA. La démarche vise à assurer la crédibilité de cet important examen pour l'accès à l'enseignement supérieur. La mise en application de cette directive au Bénin implique l'installation d'un comité scientifique. C'est une étape du processus, mais une étape très déterminante pour rejoindre les pays qui nous ont devancés. Ça vient en ajouter à ce que nous savons déjà de notre baccalauréat dans la sous-région et au plan international. Ce bac harmonisé a sa justification, puisque aux mobilités, de reconnaissance, de facilitation à tous nos candidats, fait partie d'une équipe scientifique nationale. Et cette équipe va être connectée des échanges que nous faisons. Les 25 membres du comité national scientifique vont mettre en œuvre les recommandations du comité scientifique régional. Les cadres de l'OFE, Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, ont tenu une réunion mardi dernier. C'est dans le but de procéder à l'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2023 en République du Bénin. ESAE TV pour le compte rendu.
Après les éditions de 2020, 2021 et 2022, les cadres de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE vont s'atteler à élaborer le tableau de bord social sur la protection des enfants pour le compte de l'année 2023 au Bénin. Les éditions précédentes ont quand même permis aux acteurs de protection de l'enfant de prendre conscience des avancées sur le plan des indicateurs liés à la protection de l'enfant. Avec l'édition de 2022 que nous avons élaborée cette année, nous avons constaté et on l'a partagé que la plupart des indicateurs de protection, que ce soit des indicateurs liés au domaine, liés aux thématiques des violences faites aux enfants, liés aux thématiques des enfants en situation difficile, des orphelins, enfants vulnérables et autres, l'ensemble des indicateurs montre quand même qu'il y a de grandes avancées qui ont été réalisées entre 2020 et 2022 sur les différentes cibles que constituent donc les enfants. L'objectif est de présenter les principaux indicateurs adressant les questions de protection de l'enfant et fournir des informations dans ce sens. C'est en effet un système qui produit en temps réel des données statistiques désagrégées par sexe et par tranche d'âge relativement aux 3 grands domaines identifiés et validés par l'ensemble des acteurs, à savoir la protection de l'enfant, la promotion de la famille, de la femme et du genre, puis la protection sociale et de la solidarité nationale. À partir d'un futur très proche, le SIDOFE Nouvelle Génération passera à 4 domaines, avec la prise en compte de l'inclusion sociale des personnes handicapées et âgées. Le document servira d'outil d'aide à la prise de décision au gouvernement béninois ainsi qu'à ses partenaires en vue de l'amélioration de son intervention dans le secteur de l'action sociale. Nous pensons que 2023, à travers déjà les indicateurs que nous sommes en train d'extraire, va confirmer cette tendance et montrer donc que le ministère des Affaires sociales a su mettre en place les mécanismes pour accroître et renforcer son système de protection et de prise en charge des enfants. En tout cas, à l'issue de cet atelier, nous pourrons confirmer cette hypothèse que nous avons émise déjà depuis l'année dernière au regard de la courbe haussière des différents indicateurs de 2020 à 2022. Les travaux se dérouleront pendant 4 jours et selon 4 différentes étapes. Faire un bref aperçu sur l'édition dernière et voyons ensemble qu'est-ce qu'on va retrancher, qu'est-ce qu'on peut compléter pour que l'édition de 2023 soit encore davantage meilleure. Ensuite, nous allons constituer des équipes, nous aurons l'extraction. Ensuite, nous aurons la transformation de ces données des mettre sous forme de tableau. Ensuite, sous forme de graphique et au dernier moment, faire l'analyse de tout ça. Et à la fin, nous allons faire monter un premier draft sur la base des résultats des différents travaux. Réunis au centre Anouarit d'Abou-Mekalavi, les participants à cet atelier d'élaboration proviennent de différentes structures compétentes, mais également de plusieurs départements du Bénin, tels que l'Atlantique, le Bogou, les collines et le Mono. Ce sont les acteurs de terrain, la plupart des chefs de centres de promotion sociale, la plupart des points focaux de notre SIDOFE, qui permet le SIDOFE sur lequel nous nous basons aujourd'hui pour élaborer ce document-là. Ensuite, les organisations de la société civile et puis les gens des médias que vous constituez. L'atelier d'élaboration du tableau de bord social sur la protection des enfants au titre de l'année 2023 au Bénin va prendre fin le jeudi 18 janvier 2024. 16 janvier 1977, 16 janvier 2024, 47 ans déjà que le Bénin a connu l'attaque des mercenaires et les forces armées béninoises s'en souviennent. Mardi 16 janvier dernier, elles ont rendu hommage aux soldats tués pendant cette attaque, ce à travers un dépôt de gerbes. Retour sur cette journée avec Canal 3 Bénin. La place des Martyrs à Cotonou, ce 16 janvier 2024. Le chef d'état-major fait son arrivée sur les lieux. Revue des troupes. Et puis dépôt de gerbes.
Un moment de recueillement, signe du respect de la mémoire des dignes fils du Bénin qui ont péri lors de l'agression du 16 janvier 1977. Visiblement une cérémonie sobre mais remplie d'émotions. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous venons à ces moments de recueillement. Respect pour ces anciens qui sont tombés pour le Bénin. Ils sont tombés parce qu'ils étaient persuadés de ce que notre Bénin doit toujours être défendu. Le souvenir des martyrs disparus il y a 47 ans est encore vivace dans la mémoire de leurs frères d'âmes encore en fonction. Par la voix de leur chef, ils s'engagent à maintenir et faire maintenir au pays un environnement de quiétude au profit de la population béninoise. Nous restons dans la même philosophie et nous ferons toujours de telle sorte que chaque fois qu'on nous attaque, ce soit le dernier jour pour ceux qui nous attaquent. L'histoire retient qu'au petit matin du 16 janvier 1977, un petit aéronef du type DC-7 avec à sa tête le mercenaire français Bob Denard se posa à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou. À son bord, des passagers très peu ordinaires. Objectif, s'emparer du palais de la Marina afin de renverser le régime marxiste-léniniste du lieutenant Mathieu Kérékou. Pendant des heures, l'armée béninoise va contenir des assaillants qu'elle va réussir à mettre en déroute. Mais l'opération s'achève malheureusement avec la mort de 7 compatriotes immortalisés ici à la place des martyrs. 215 900 doses de vaccins antipaludiques ont été réceptionnées par le ministre de la Santé Benjamin Oukpati lundi 15 janvier 2024. Et dans les prochains mois, ces vaccins seront administrés aux enfants âgés de moins de 2 ans. Pour plus de précision, voici l'élément signé ORTB. 215 900 doses de vaccins pour lutter contre le paludisme au Bénin. C'est une étape importante vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants africains. L'arrivée du vaccin contre le paludisme constitue une avancée décisive dans la lutte contre la maladie. C'est un game changer, pour le dire en anglais. Avec le développement récent des vaccins sûrs contre le paludisme et suite aux recommandations de l'Organisation mondiale la santé, le Bénin a manifesté son intérêt pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. L'administration du vaccin antipaludique dans les localités à grande endémicité va permettre de contrôler la maladie et de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. Le Bénin est le 4e pays à recevoir des doses de vaccins antipaludiques après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso. Nous allons pouvoir démarrer d'ici quelques mois son administration aux enfants de moins de 2 ans. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour qui la lutte contre le paludisme est une priorité absolue, et du gouvernement, Gavi l'Alliance du vaccin pour avoir approuvé la demande de soutien à l'introduction du vaccin contre le paludisme du Bénin. Et j'exprime également notre profonde gratitude à l'UNICEF et à l'OMS pour avoir accompagné le pays dans l'acquisition des vaccins et la livraison de ces vaccins. En 2021, le monde a enregistré 247 millions de cas de paludisme avec 619 000 décès liés à la maladie, dont 77% étaient des enfants pour la plupart africains. La combinaison de la vaccination avec les autres mesures de lutte contre le paludisme va réduire significativement les décès liés au paludisme. La salle de conférence de la CCI Bénin a abrité le Forum économique, commercial et d'investissement bénino-turc le 15 janvier 2024. Cette rencontre a permis aux participants de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Cet élément de Icône TV nous en dit plus. Suivons ensemble. Après le forum sino-béninois, c'est le forum de coopération économique, commerciale et d'investissement bénino-turquie. Ce rendez-vous du lundi 15 janvier qui vise le renforcement des relations économiques et commerciales entre le Bénin et la Turquie. Ce forum
revêt une importance particulière car il représente une opportunité exceptionnelle de renforcer les liens économiques et commerciaux entre nos deux pays. La Turquie et le Bénin partagent des valeurs communes d'ouverture, d'innovation et de coopération, et il est temps de concrétiser ces valeurs au travers de partenariats fructueux. Nous sommes ici pour discuter, échanger des idées novatrices et explorer les axes qui nous permettront de renforcer nos relations économiques. Nous encourageons les entrepreneurs, les investisseurs et les acteurs économiques présents à saisir cette occasion pour tisser des liens durables et mutuellement bénéfiques. L'agroalimentaire, les infrastructures et le tourisme sont les domaines cibles pour le compte de ce partenariat d'affaires entre les deux parties. Bir benzetme yapmam gerekirse bizim hani Özallı yıllar diyelim. Il y a beaucoup de potentiel. Vous avez la chance de visiter un peu visiter tout ce qui se fait, spécialement dans l'agriculture. Et le gouvernement actuel met tous les moyens en place pour favoriser vraiment que les choses vont très bien. Taşların üretildiğini düşünün. Hani o biriket mesela onların üretildiğini düşünün. Büyük bir potansiyel çünkü çok ihtiyaç var. La rencontre a été faite de B2B, d'échanges entre les entreprises turques et béninoises en vue de nouer des partenariats. Déjà, ce partenariat bénino-turquie se veut gagnant-gagnant. Le Bénin est un pays qui atteint une bonne performance en économie dans les années à venir. Le Bénin et la Turquie, en termes politiques, ont de très très bonnes relations et nous espérons également développer amplement plus les relations économiques entre les deux pays. Nos principes nous dictent de monter un modèle gagnant-gagnant entre les deux pays. Ça sera l'entrée, le début de très bonne coopération entre les deux pays. Le Forum de coopération économique, commerciale et d'investissement bénino-turquie contribuera à l'épanouissement économique des deux États. Les forces de défense et de sécurité ont été dotées de motos le 15 janvier dernier. Il est question de 90 engins à 2 roues pour renforcer leur capacité opérationnelle. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qui a présidé la cérémonie de remise officielle. Le point avec l'ORTB. 90 motos neuves, dont 35 offertes à l'état-major général des forces armées béninoises, 40 à la police républicaine et 15 à la direction des services de liaison et de la documentation. Ce matériel roulant à 2 roues est un appui du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. En plus de tout ce que nous faisons, ces actions et les actions de nos partenaires permettent aujourd'hui à nos forces de sécurité de mieux circuler dans ces secteurs et d'être plus présentes auprès des populations. En optant pour des moyens roulants à 2 roues, dangereuses, mais également dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de contre-terrorisme, puisque les organisations terroristes qui s'attaquent à nos paisibles populations utilisent ce type de moyens pour vite se dissiper dans la nature après la commission de leur forfait. La remise de ce matériel roulant à 2 roues va favoriser la mobilité des agents de l'armée béninoise dans les régions les plus reculées. Elle va surtout accroître l'efficacité des actions des hommes en uniforme sur toute l'étendue du territoire national, car protéger ce que nous avons de plus cher, notre pays, le Bénin, c'est le défi constant du président Patrice Talon. Le préfet du département du Plateau a reçu une délégation du bureau directeur de la jeunesse sportive de Pobé JSP le 15 janvier dernier. Il a été remercié pour son soutien durant la phase du championnat. Le reportage est signé ESAE TV. La jeunesse sportive de Pobé JSP en Super League Pro 2023-2024. C'est une qualification obtenue au bout du suspense.
48 heures après la validation du ticket, une délégation du bureau directeur du club historique du département du Plateau vient exprimer sa gratitude à l'autorité préfectorale pour sa présence aux côtés de l'équipe lors des moments difficiles. Le préfet a été un soutien de taille parce que rien ne peut se faire dans le désordre. Rien ne peut se faire sans la quiétude. Et à un moment donné, le préfet a œuvré pour qu'il y ait la quiétude dans la ville. C'est en cela que nous avons estimé que nous devons lui dédier cette qualification. Et c'est ça l'objet de notre audience cet après-midi. Passée par des zones de turbulence non seulement sur le terrain mais aussi et surtout à l'interne, la JSP a gardé sa sérénité grâce à la clairvoyance du préfet. Aujourd'hui, le président Didavi et sa suite font de lui le métronome du club. Vraiment merci, monsieur le président. Merci à toute l'équipe du bureau de JSP pour l'honneur que vous m'avez fait cet après-midi en me dédiant cette montée en Super League. Le Plateau s'en sort avec 2 équipes, Aïma et Football Club et la JSP qui est la plus vieille équipe du département. C'était la seule équipe entre-temps dans le département du Plateau. Donc aujourd'hui, je suis très content que nous ayons plusieurs associations sportives, d'autres qui évoluent en Première Ligue, d'autres qui évoluent en Ligue 2 et même en Ligue 3. Afin de permettre à la GSP et au second club de l'élite de faire rayonner davantage le Plateau, le préfet s'engage à œuvrer pour faciliter des partenariats avec des sociétés. Nous allons faire le plaidoyer à l'endroit de ces 2 cimenteries qui sont installées sur notre territoire. Vous savez, Onibolo avait aussi eu un club. Entre-temps, je ne sais pas quelle est leur politique sportive actuelle, mais nous allons faire la démarche en direction de ces équipes avec le directeur du sport. Je vais demander qu'il adresse peut-être une lettre à ma signature adressée à ces potentiels sponsors que nous avons pour voir ce qu'ils peuvent faire avec les équipes, nos équipes qui vont en première division. La délégation de la GSP sort comblée de cette rencontre d'échange avec le préfet. Le préfet aussi a été surpris, il ne connaissait pas l'ordre du jour de l'audience. Donc c'était fort simple et on a été heureux de l'écouter et qu'il ait accepté qu'on lui ait dédié cette qualification. Donc c'est un homme assez heureux que nous avons rencontré. Il nous a encouragé le bureau directeur à aller de l'avant et de ne pas laisser l'équipe. Et il souhaite aussi que l'équipe est parmi les 2 premiers qui vont jouer la Confédération africaine, que la GSP puisse être parmi les 2 premiers. Pour mémoire, la GSP a terminé 3e de la Ligue Pro 2023-2024 avec un total de 27 points au compteur. Carnet noir dans cette édition, le célèbre chroniqueur radio et directeur de la CAP-FM, Radio CAP-FM, Jérôme Carlos, est décédé lundi 15 janvier dernier à 79 ans. Et depuis son décès, des hommages se multiplient dans le rang des professionnels des médias politiques et autres. Au micro de ZAE-TV, quelques promoteurs d'organes de presse ont livré leur témoignage à propos de l'illustre homme. Suivons ensemble. Quand il s'agit de Jérôme Carlos, on manque de voix, on manque d'expression, on manque d'expressivité, on manque d'éloquence. C'est pour ça que je l'appelle. On ne le croyait pas si bien dit Amadou Ampateba quand il parle de bibliothèques qui brûlent quand un vieillard disparaît. Jérôme Carlos, c'est plus qu'une bibliothèque pour la presse béninoise. Lui-même, en tant que déjà personnage debout, et heureusement d'ailleurs qu'il nous a laissé une flopée de chroniques qui en disent le long sur la vie et le personnage. On est surpris, pas parce qu'il est mort, on sait qu'il était malade, mais surpris quand même, quoi, parce que bon,
On se dit toujours que l'échéance va être repoussée. Et puis il n'est pas si âgé que ça. Il s'est bien entretenu, 80 ans. Il aurait pu en avoir 10 ans plus. Bon, mais le ciel en a décidé autrement que les grâces divines soient pour lui et que Dieu, le Saint, le Très Puissant l'accueille dans son royaume. Jérôme Carlos, moi j'ai un grand regret quand j'ai appris son décès parce que, vous savez, Jérôme Carlos, il est né le 30 septembre. Et j'avoue que j'ai déjà fait 2 tentatives, disons, de lui rendre hommage. Une fois, je voudrais que ce que les universités appellent les mélanges, j'ai voulu que nous en fassions un modèle adapté aux médias et j'ai lancé cela, je suis pas allé jusqu'au bout. Avec ça, là c'est au moment où j'étais encore aux affaires, donc il y a 15 ans. Il y a 15 ans, 20 ans, déjà, c'était un vieux projet qui était au sorti des États généraux de 2002. Parce que Carlos a quand même joué un très grand rôle autour de nous. Comme je dis, c'est lui le père de l'expression, les 16 chantiers des États généraux. Parce qu'il avait l'art de simplifier ce que nous pensions compliqué, quoi, de simplifier. C'est l'homme qui ne fâche personne dans l'absolu, mais qui sait lui dire la vérité. Alors il a cette capacité. Vous savez, quand je vais à Cap FM, j'ai toujours l'impression qu'il a bâti pas une entreprise, mais une famille, une grande famille. Où ça. Parfois, je me dis, est-ce qu'il y a encore des modèles du genre qu'on peut expérimenter? Donc j'ai raté la première fois. La deuxième fois, c'était le 29 septembre dernier, où j'avais bien voulu organiser un déjeuner en son intention. C'était juste pour lui dire bon anniversaire le lendemain. Et surtout pour lancer avec lui un projet d'Institut Jérôme Carlos, parce que je me disais que oui, il était malade, il n'était plus vraiment opérationnel, mais ses chroniques parlent en son nom, en sa faveur, ses écrits, son comportement, ses pratiques. Un de ceux qui nous ont inspirés à être dans le métier. Moi, personnellement, j'ai connu Jérôme Carlos à Abidjan. Il était rédacteur en chef du journal ivoirien qu'on appelait Ivoire Dimanche. Il animait la rubrique qu'on appelait Repères en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a écrit un livre dans le temps, Les enfants de Mandela, c'est un de ses premiers livres. Il est passé à la télévision ivoirienne, il a séduit l'ensemble devant un journaliste qui ne faisait pas de concession, on l'appelait le journaliste Frédéric Gramel. Mais ce jour-là, il a séduit toute la Côte d'Ivoire par sa manière d'être, son verbe et puis son talent. Ensuite, nous avons travaillé ensemble ici pendant des années. Il a été le modèle, l'inspirateur. C'est un monsieur, vous écrivez un article, c'est le monsieur qui vous appelle, qui vous dit « Ah, monsieur Tchanou », sans faire de leçon à qui que ce soit, qui savait vous mettre dans le chemin, qui savait être vraiment un grand doyen. La promotion avec Benpak, quand vous dites ça, on a fini ces 3 semaines en beauté, au bord de la lagune, on a partagé un repas dont il était l'initiateur. C'est un père, c'est un formateur. Et dans mon parcours, je l'ai croisé en tant que formateur. Et dans le sourire, et en peu de mots comme 1000, Jérôme Carlos est capable de te transmettre un message qui peut transformer ta vie. Ce n'est jamais, on ne le considère pas comme un doyen qui donne des leçons de morale. Il ne l'a jamais fait. C'est une exception dans notre métier parce que lorsque vous êtes l'aîné, pour certains, lorsque vous en savez beaucoup plus pour d'autres, vous pouvez vous en gargariser, vous pouvez vous en orgueillir, vous pouvez vous en vanter d'être le Manitou, d'être celui qui connaît. Mais Jérôme Carlos, jamais. C'est l'homme qui a transcendé toutes les générations. C'est rare pour le souligner. C'est l'homme qui est capable de se retrouver parmi les siens et de se fondre encore dans la masse quand il s'agit d'être avec nous. C'est inédit. Les mots ne suffiront pas à l'expliquer. Tout le monde l'accepte. Tout le monde est d'accord pour vivre avec lui. Particulièrement l'informateur a publié ses chroniques exclusivement, s'il vous plaît, pour dire quel respect, quel attachement, quel lien nous avions. A publié ses chroniques pendant au moins 10 ans. Quand il finissait les chroniques qui passaient sur sa radio, la nuit même, avant l'apparition de l'informateur, il envoyait les chroniques de Jérôme Carlos pour la publication de l'informateur. Pendant 10 ans, au moins, je vous dis. Et quand nous avons commencé l'expérience de la formation universitaire
avec les journalistes. Quand il fut approché pour encadrer les stagiaires radio qui devraient être orientés vers sa boîte, c'est sans coup férir que les bras ouverts, il acceptait nos stagiaires. Et toutes les fois qu'ils en revenaient, ils étaient très heureux de savoir que le doyen était là, lui-même, mettant la main à la pâte pour montrer à nos jeunes nouveaux stagiaires ce que c'est que les petits rouages du métier. Il y a eu des moments où nous avions travaillé ensemble. Je sais qu'il a été consultant pour le rapport sur la presse, sur les médias au Bénin. Il était le consultant principal et il m'avait associé et nous avons travaillé pendant un temps. J'ai gardé de lui l'idée d'un douanier qui fait la jonction. Parce que c'est des gens qui étaient en avance sur nous autres, mais qui faisaient la jonction. Il était bien, je le voyais bien tant avec les jeunes qu'avec ceux qui sont de ma génération et ceux qui sont au-delà de ma génération. C'est quelqu'un qui faisait quand même bien la jonction. Franchement, c'est quelqu'un de bien. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le remplacer. On ne peut que s'en glorifier d'avoir croisé un monument pareil dans notre parcours un jour, professionnellement. On ne finira jamais de parler de ce monsieur, de parler de ce monument. Je ne peux que souhaiter que vraiment le ciel lui accorde la bénédiction éternelle qu'il mérite et qu'il connaisse une belle transition. Que son voyage dans l'infini qui vient de commencer soit un voyage apaisé, qui le conduise vers le repos qu'il mérite. Franchement, parce que Jérôme Carlos, c'est de cela qu'il s'agit. Toujours au micro de ZAE TV, les employés de la radio Cap FM ont salué la mémoire du patron humble qu'il était. On les écoute. J'ai eu le privilège de discuter, d'échanger avec l'homme quelques heures avant sa disparition. C'était hier lundi aux environs de 9h. J'ai eu à faire une émission. Et à la fin de cette émission, tout ému, tout content, il m'a appelé comme à son habitude pour dire « Wilfried, je suis fier de toi. Tu as fait une très belle émission. » Mais je ne savais pas que quelques heures plus tard, c'était la dernière fois que je parlais avec le baobab. Tout ce que je retiens de lui est qu'il est bon. Il est un bon chef. Je retiens de l'homme plusieurs qualités, mais ce qui le caractérise principalement, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Jérôme Carlos n'est pas prétentieux, il n'est pas orgueilleux non plus. Et quand même vous commettez des fautes professionnelles, qu'elles soient minimes ou graves, il sait comment vous le dire, il sait comment vous ramener à l'ordre. J'ai parcouru plusieurs radios. Vous m'excusez, hein? J'ai fait la radio nationale, j'ai fait la radio à Diawere, j'ai fait Radio Weke, avant d'atterrir cette année, cela va faire 10 ans que j'ai côtoyé l'homme. C'est un bon patron. Ce qui est bien chez lui, après chaque émission, s'il est dans la maison, il vous appelle et vous passez dans son bureau pour échanger. On appelle ça l'après-émission. Ou bien, quand il n'est pas sur la radio, après chaque émission, il vous appelle en direct. Sans Jérôme, je ne serai jamais journaliste. C'est Jérôme qui m'a fait. Tout mon entier là, c'est Jérôme Carlos. Mais je me rappelle, il m'a enseigné quelque chose, 3 choses pour le métier. Il me disait que pour réussir à bien faire mon boulot, je dois lutter contre le retard. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre le mensonge. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre la jalousie. C'est les 3 choses qu'il m'a enseignées. Il est un ami, il est un conseiller, il est un papa. C'est pourquoi ici, au niveau de Cap FM, nous l'appelons affectueusement tonton. Parce qu'il a la manière de vous faire les reproches. Il a la manière de vous conseiller.
il a la manière de vous conduire. C'est pour cela que je dis qu'au-delà de tout, Jérôme Carlos ne fait pas le patron. Il est humble. Il est modeste. Jérôme Carlos, c'est un homme de vaste culture. C'est un choc qu'on a reçu à la radio. C'est vrai qu'il est âgé, il a 79 ans, bientôt 80, mais quand on voit la chaleur humaine, quand on voit ce que l'homme fait chaque jour, après chaque émission, après lors de ses passages, comment il échange, comment il est proche de nous, il ne nous suffit pas. On dit souvent que lorsque des gens du genre partent, que c'est une perte. Pour nous, Jérôme Carlos, c'est plus qu'une perte. Parce que chaque jour, il a toujours quelque chose à nous dire, un mot d'encouragement pour nous motiver davantage. J'ai fini une émission. Et chaque fois que vous finissez une émission, il vous appelle. Il dit l'homme de Vodou Déis. Mais c'était bien fait. Dans la vie, il faut être positif. Pourquoi les auditeurs, la plupart des auditeurs ont été négatifs, mais vous avez essayé de les ramener à l'ordre. Il m'a dit, vous êtes Katapila de Vodou Déis, vous êtes Katapila Bokono. Et c'est resté en moi. Et pour finir, il m'a dit, je n'ai pas encore un héritier. À Bibou, je vais vous faire héritier du savoir, de la culture. J'ai dit, mon patron, je suis d'accord. Je veux dire à vous. Je ne savais pas que c'était le dernier conseil, le multi-conseil que je puisse avoir de lui. Jérôme mettait la main dans sa poche. Il a fait ceci pendant 4 ans. C'est lui-même qui nous nourrissait. On était tellement pressés pour venir manger avec lui les matins, les midis et le soir. Même si tu rentres, tu reviens manger avec Jérôme le soir. Il a fait pendant 4 ans avant que la radio ne prenne. C'est un homme de culture d'abord. Un homme de grande culture. Un journaliste émérite. Un amoureux de la liberté. J'en veux pour preuve, quand vous parcourez, en tant qu'écrivain, il a écrit beaucoup, j'ai retenu 2 de ses ouvrages. Le cri de la liberté, qu'il a écrit en 1973, il me semble, lorsqu'il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, Les enfants de Mandela. Et dans tout cela, il parle à chaque fois de la liberté. La liberté lui est très chère. Ce que je retiens de l'homme, c'est un homme qui fait confiance. Et quand il sait que ce que vous dites ressort de la science, il ne vous reproche souvent rien. Il m'a toujours dit, écris un livre, et chaque fois il me le rappelle. L'année passée, j'ai comme l'impression qu'il n'était plus trop content parce qu'il ne m'a plus dit où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es. Donc quand il part maintenant, c'est une piqûre de rappel pour moi pour me dire, écoutez, tu as quelque chose à faire parce que il devrait préfacer, il n'a pas fait les parties. Bon, vous voyez un peu, c'est un choc, c'est beaucoup d'émotions que nous ressentons en parlant de Jérôme Carlos. Il est resté encore dans nos mémoires, et il restera dans nos mémoires, et nous n'allons jamais cesser de le pleurer, parce que ces conseils nous manqueront. Nous disons paix à l'âme de l'Église disparue. Le Bénin perd un de ses grands et dignes fils. Je dis bien grand et digne fils. Hors du Bénin, plus précisément en RDC, le président Tshisekedi a prêté serment pour un second mandat pour de 5 ans. Ce samedi, il a été investi lors d'une cérémonie en grande pompe au stade des Martyrs de Kinshasa, devant un parterre de chefs d'État africains et de délégations occidentales réunis
Pour l'occasion, il faut noter que la Cour constitutionnelle avait validé quelques minutes avant la prestation de serment le résultat de la présidentielle de la semaine du 20 décembre 2023, scrutin remporté par le chef de l'État sortant avec 73,34% de suffrages. Près de 25 personnes tuées et 20 autres blessées ce dimanche dans une frappe ukrainienne sur un marché de Donetsk, selon un nouveau bilan communiqué par le chef de l'occupation russe de la région, Denis Pouchiline. Il a livré l'information sur Telegram. Pour finir, en Colombie, la sénatrice et figure politique Piedad Córdoba est décédée hier samedi à 68 ans à Medellín, sa ville natale. Son décès a été annoncé par le président colombien Gustavo Petro. Proche allié de la gauche latino-américaine, elle avait, entre autres, pris part aux négociations pour la libération en mai 2012 du journaliste de France 24, Roméo Langlois, détenu par les FARC pendant un mois. Une enquête avait été ouverte contre elle pour trahison à la patrie en avril 2010. Et pour cela, elle avait été démise de ses fonctions de sénatrice et disqualifiée de toute fonction publique. Ce pour avoir outrepassé ses fonctions de médiatrice entre le gouvernement et l'ancienne guérilla. Il faut aussi préciser que la Cour suprême enquêtait toujours sur elle pour ses liens présumés avec l'ex-guérilla des FARC. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à toutes et à tous.